Alors nous allons commencer par le défilé de mode. Nous avons tout d'abord Alina. Alina est une adorable jeune fille qui est à la recherche d'une famille qui la gardera pour toujours. Elle se décrit comme quelqu'un d'honnête et qui aime rendre service. Elle aime également le dessin, l'art et la décoration. Voici Lola. Lola voudrait une famille traditionnelle avec 2 parents ou alors une mère célibataire. Elle a besoin d'être encadrée et nécessite beaucoup de patience. Elle aimerait aussi des frères et des sœurs plus âgés qu'elle. L'événement est déroutant, bouleversant. Chaque année, une association organise un défilé d'enfants dans le but de les faire adopter. C'est difficile à croire, mais ces parents potentiels sont là pour jauger, trier, choisir parmi 16 candidats à l'adoption. Oh Mathilda, tu as l'air si mignonne. Je crois que j'ai trouvé ma fille. Ceux qui défilent en sont parfois à leur 3e ou 4e famille, prêts à tout pour avoir le droit à une autre chance. Donc en fait, ces enfants ont quelques minutes pour convaincre et peut-être taper dans l'œil d'une famille ? Oui, c'est ça. Les familles vont récupérer un prospectus sur l'enfant qui leur plaît et ensuite elles ont à peu près 2 heures pour parler aux éducateurs, à l'enfant lui-même, interagir avec lui et voir si ça colle. Cette méthode bouscule nos consciences. Comment cautionner un tel système ? Cindy a 40 ans, célibataire. Elle cherche un petit garçon dans le catalogue de l'association. Donc vous me recommandez Jason ? Oui, c'est le petit gars ici. Mais il fait beaucoup plus jeune en vrai que sur cette photo. Je cherche plus en réalité un enfant entre 0 et 6 ans et beaucoup d'entre eux ici sont plus vieux que ce que je souhaiterais avoir. C'est un peu comme une grande foire commerciale où les produits à vendre sont des enfants et pour une future maman comme moi qui espère adopter, c'est assez bouleversant à voir. Cette grande foire aux enfants, c'est l'horrible conséquence d'une pratique que l'on nomme le rehoming, la réadoption. Aux États-Unis, on peut adopter un enfant puis publier une petite annonce pour s'en débarrasser. Sur Internet, on trouve des milliers de photos, les visages de ce cauchemar américain. Un quart des enfants adoptés sont abandonnés par leurs nouveaux parents. 25 000 chaque année. On les appelle les enfants jetables. Ils se nomment Frank, Nita, Poppy. Ils ont été vendus, échangés comme des marchandises. Voici leur histoire. Enfant jetable. Tous ces enfants sont en attente d'un rehoming, en attente d'une réadoption. Quelques heures avant le défilé, ils rêvent d'une nouvelle famille, d'un nouveau départ. Et pour ça, ils veulent mettre toutes les chances de leur côté. Dis-moi que tu as du violet avec du rose qui brille. Ce jeune garçon s'appelle Frank. Il vit en foyer d'accueil. Il a 14 ans.
Tiens, voilà. Merci. Frank sait qu'aujourd'hui, quelqu'un a fait le déplacement pour lui. Cela fait 2 ans qu'il cherche de nouveaux parents. C'est à la menthe. C'est sympa, j'apprécie. J'ai un père potentiel qui vient aujourd'hui. Je lui ai dit que j'aimais le dessin, donc j'en ai apporté quelques-uns pour qu'il voie ça. Aujourd'hui, c'est donc important, parce que j'ai peut-être la chance de faire partie de quelque chose, de faire partie d'une famille, et j'attends ça depuis longtemps maintenant. Est-ce qu'il peut aller se changer? Je vais lui montrer où se trouve la salle de bain. Abandonné par ses parents biologiques, Frank est adopté à l'âge de 8 ans. Il restera 4 ans avec cette nouvelle famille avant qu'elle décide elle aussi de s'en séparer. En attendant de trouver d'autres parents, Frank a été placé en foyer par les services sociaux. Il y a dans cette famille des cas de violence domestique. Tout un tas de problèmes qui ne peuvent pas se régler tout seul, donc malheureusement je me retrouve en foyer. C'est toi qui as voulu partir? Oh non! J'aurais aimé trouver une solution avec eux, rester en contact. Rester là-bas, mais c'était juste... Ils n'ont pas voulu? Et qu'est-ce que tu as ressenti à ce moment-là? Oh, j'étais détruit. J'ai été adopté avec ma sœur biologique, et quand ils m'ont donné au foyer en attendant de me trouver une nouvelle famille, j'ai été séparé de ma sœur. C'était la dernière personne de mon sang avec qui j'étais en contact. Le fait qu'il m'abandonne, que je sois éjecté comme ça, j'ai touché le fond pendant longtemps. Frank avance aujourd'hui, seul, sans nouvelles de cette sœur qui a été confiée à un autre foyer. Il veut croire que ce troisième papa qu'il attend aujourd'hui pourrait être le bon. Je voudrais lui montrer les meilleurs aspects de ma personnalité, mais aussi les côtés les plus sombres, afin que nous puissions avancer ensemble. Lui montrer que je suis un jeune artiste, sensible et respectueux, et que je n'ai qu'une hâte, faire partie de sa famille. Ce papa, le voici. C'est pour lui que Frank a réuni ses dessins. Il s'appelle Tom, il est professeur, n'a pas d'enfant. Pour l'association, c'est un candidat idéal, mais lui a une autre vision de ce qui se joue ici. Je suis venu il y a quelque temps à un événement comme celui-ci, sans rien attendre de particulier. Frank était là, on s'est bien entendu. La semaine suivante, son éducateur m'a appelé. Ça s'est passé super vite. Il m'a dit « Viens la semaine prochaine, on verra comment ça se passe. Si ça prend entre nous, on poursuivra. Sinon, c'est pas très grave. Je n'ai rien à perdre, rien à gagner. » C'est ce que doit gérer l'association aujourd'hui. Ce grand écart entre les attentes de Tom et celles de Frank. Allez-y, allez-y, c'est à vous. Frank a les capacités pour accomplir de grandes choses dans la vie. En s'élançant sur le tapis rouge, Frank a un peu l'impression de jouer son avenir. Frank veut faire partie d'une famille et être aimé. À la fin du défilé, il a 2 heures pour convaincre Tom de l'adopter. La suite logique, ça serait de passer des week-ends ensemble, de faire des sorties, et au fur et à mesure des jours et des semaines, peut-être m'installer chez lui définitivement. Et commencer vraiment quelque chose à partir de là. Tu croises les doigts? Oui, les doigts de la main, ceux du pied et même les bras. Pour aller au bout de cette réadoption, Tom doit débourser 5 000 € de frais de procédure. C'est 2 fois moins cher qu'une adoption classique. Le futur papa a même droit à une période d'essai.
Tom va prendre le jeune garçon quelques mois chez lui, le présenter à toute sa famille, avant d'être sûr de le réadopter. Là, ce sont mes parents, des gens simples, très cool. Ça, c'est mon frère, on se ressemble beaucoup. Et voilà la maison, elle est vraiment originale, il y a même un piano dans la grange. C'est dingue, non? 15 jours après ce tournage, Frank est bien parti s'installer dans cette nouvelle famille. À bientôt. Bonne route. Oui, à toi aussi. Mais 6 mois plus tard, Tom nous a envoyé un message. La réadoption ne s'est pas bien passée. Problème d'incompatibilité. Frank est aujourd'hui de retour au foyer. Son histoire, c'est celle de dizaines de milliers d'enfants américains. Ce manque de législation permet aujourd'hui toutes les dérives. Disponible. Ce garçon est de retour sur nos listings. Il a terriblement besoin d'un nouveau foyer. Faites circuler l'info. Sean a 10 ans. Il a été adopté en Afrique à l'âge de 4 ans. Sa famille adoptive cherche de nouveaux parents pour lui. Vous pouvez réadopter ce garçon à moindre coût et très rapidement. Ces petites annonces pullulent sur Internet. Elles sont publiées par des agences. Aux États-Unis, on appelle cela le marché de l'enfant d'occasion. En moyenne, 3 d'entre eux sont proposés chaque jour. C'est choquant, mais autorisé. Pourtant, personne n'assume cette méthode. Aucune de ces agences n'a souhaité nous recevoir. Pour comprendre comment elles travaillent, nous avons donc répondu à une annonce. Bonjour, je suis allée sur votre site et j'ai remarqué l'annonce concernant Justine, 11 ans. Pourriez-vous m'en dire plus à son sujet? De quoi auriez-vous besoin si je souhaitais l'adopter? L'agence n'est pas très regardante. Elle ne vérifiera ni notre identité ni nos motivations, mais nous recevons des photos et un prix. 3 700 $ au total. C'est la commission de l'agence pour prendre en charge la procédure de réadoption. Yes, hello? Hi, Lisa. This is Elizabeth. Hi, how are you? How are you? En principe, ce système ne permet pas de joindre directement les familles qui proposent leur enfant. Mais l'agence, refusant de nous répondre, nous avons contourné la règle et nous sommes rentrés en contact avec les parents. Si je suis intéressée, quelle est la marche à suivre? Pour dissoudre notre adoption, vous devez d'abord obtenir un agrément. Donc quelqu'un qui va venir chez vous, une assistante sociale pour vérifier que tout va bien. Ensuite, vous prenez un avocat, nous aussi, et ils transmettront auprès des États concernés un document qui transfère la garde provisoirement pour que tout soit légal. Et combien de temps ça peut prendre? Pour que la nouvelle adoption soit finalisée, ça peut prendre 1 an. Mais il peut vivre avec vous dès que nous avons renoncé à nos droits. Est-il au courant de tout ça, que vous souhaitez le donner à une autre famille? Non, il n'est pas au courant parce que si nous ne trouvons personne, il restera chez nous. Si la forme est contestable, sur le fond, tout est contrôlé. Ces agences sont reconnues par l'État et tant qu'un juge n'approuve pas la réadoption, les parents ne peuvent pas abandonner leur enfant. Une procédure qui requiert du temps et de l'argent. Alors certains se tournent vers un autre réseau, un réseau d'adoption parallèle. I'm living on East Street, God is made. On my home, no bills to pay. Dropping
Elle n'aime pas particulièrement Nashville. Elle s'est installée ici pour une raison, fuir ses parents adoptifs. Depuis 1 an, elle vit dans cette colocation. Nita a 19 ans. Cette chambre, c'est aujourd'hui son refuge. Elle y écrit, dessine. Dans ce cahier, elle inscrit sa définition de la réadoption. Pour moi, c'est prendre un enfant dans votre famille et dès que les choses se passent mal, vous le vendez à des étrangers. Chez Nita, c'est comme s'il fallait être prêt à chaque instant à repartir. Sa chambre est vide. Ce qu'elle transporte avec elle, ce sont des blessures et pas mal de rêves d'enfants brisés. Combien de fois ta première famille adoptive t'a donné à quelqu'un d'autre? Je dirais, laisse-moi réfléchir, 5 fois. Et chacune de ces expériences a été terrible. J'avais peur, je n'avais pas la moindre idée d'où j'allais atterrir. C'était traumatisant et horrible à vivre, car je ne savais pas avec qui j'allais habiter, ni dans quelle ville. J'étais envoyée comme ça à n'importe qui, comme on envoie un colis par la poste. Nita passe de longues et difficiles années dans un orphelinat en Haïti. À 13 ans, une famille l'adopte enfin. Nous les appellerons les Smith. Arrivée aux États-Unis, l'adolescente se révèle perturbée, agitée, souffre de traumatismes liés à son enfance. Alors, au bout de seulement 7 mois d'adoption, sa nouvelle maman se débarrasse d'elle en quelques lignes sur Internet. J'ai une fille de 14 ans que j'ai adoptée en Haïti. Malheureusement, nous devons lui trouver une nouvelle famille. Par où commencer ? Sur ce site, pas d'agence, pas de règles. La garde de Nita se confie grâce à une note manuscrite, un simple papier par lequel les Smith transfèrent provisoirement la garde à ceux qui la voudraient. C'est gratuit et surtout, c'est immédiat. Un jour, un homme que je n'avais jamais vu a débarqué dans mon école. Il a dit « Je viens chercher Nita ». Alors j'ai demandé « Mais qui êtes-vous » Il m'a répondu « C'est ton père qui m'envoie te récupérer ». On est passé chez moi, prendre toutes mes affaires, et là j'ai insisté, mais qu'est-ce qui se passe? Mon père a dit alors, c'est la personne avec qui tu vas vivre désormais. Je suis restée là-bas peut-être 1 mois. Un jour, cette famille a décidé de procéder à un vote entre ceux qui voulaient que je reste et ceux qui souhaitaient que je parte. Résultat, ils m'ont mis dans une voiture et m'ont ramené. Ce retour chez les Smith, c'est le premier d'une longue série car ce système a une faille. La réadoption n'est ici pas officielle. Alors aux yeux de la loi, les Smith restent les parents de Nita. À chaque problème, dans une nouvelle famille, la jeune fille est rendue aux Smith. 4 fois, elle est ainsi confiée à d'autres. J'aimerais tellement finir avec elle, une fois pour toutes. Et puis, il y a cette 5e tentative. Nita est envoyée chez de nouveaux inconnus, Jean-Paul et Emily Cruz. Ce couple a déjà 8 enfants, dont 4 filles adoptées sur Internet. Mais cette famille recèle un terrible secret. Jean-Paul agresse sexuellement ses 4 petites filles. Nita, elle, est épargnée, mais découvre l'horrible réalité. Il s'est passé 1 an et demi sans que je ne dise rien. Et puis un jour, je suis allée voir Emily et je lui ai dit ce que les autres filles m'avaient confié. Elle m'a dit, si jamais tu parles de ça à qui que ce soit, je te renvoie immédiatement. Donc je n'ai pas dit un mot. Lui, il a continué et continué. Les filles venaient me voir en me disant, il vient de recommencer. Ma plus grande peur, c'était d'être à nouveau envoyée je ne sais où.
J'avais été dans tellement d'endroits que je n'aimais pas ou qui n'étaient pas faits pour moi, qu'étrangement, je ne voulais pas partir. J'avais 17 ans, j'étais paumée, perturbée, j'avais besoin d'aide, je ne supportais plus cette situation. Nita finira par tout raconter à la police. En mai 2015, Jean-Paul Cruz est condamné à la prison à vie pour viol. Emily Cruz a 18 mois de détention pour intimidation de témoins. Nita, majeure cette fois, ne retournera pas chez les Smith. Pourtant, dans son cœur d'enfant, il reste ses parents. J'étais en colère, mais je ne le suis plus aujourd'hui. J'ai suffisamment parlé avec eux, avec ma maman surtout. Je comprends qu'elle ait voulu me donner à quelqu'un d'autre, mais elle n'a pas réalisé qu'en mettant ce genre d'annonce, c'est comme si j'étais un objet qu'elle vendait à des inconnus. Mais je leur ai pardonné il y a longtemps déjà. Tu l'appelles toujours maman ? Oui, parce que si elle n'avait pas été là, je serais une personne différente. Après tout ce que j'ai vécu, je suis finalement devenue quelqu'un de meilleur et aujourd'hui, je vis ma vie. Nous avons voulu rencontrer les Smiths, comprendre comment des parents se séparent d'un enfant, comme on se sépare d'un objet. La mère a refusé de nous répondre, le père a accepté, après de longues discussions. Tony aimerait expliquer l'inexplicable. Il vit aujourd'hui loin du domicile familial. Les Smiths ont divorcé l'an dernier. Et la façon dont ils ont géré Nita n'est pas étrangère à cette rupture. Là, c'est Nita. La photo a été prise à l'orphelinat juste avant qu'on les adopte. Quand on les a rencontrés la première fois, ils avaient l'air de bien s'intégrer à notre famille. Quand ils adoptent Nita, les Smiths ont déjà 4 filles biologiques. Motivés par l'envie d'aider les plus démunis, ils adoptent 5 enfants en Haïti. Des adolescents au parcours très différent, trop différents. Au bout de 7 mois, la famille implose, mais les Smiths décident de se débarrasser d'un seul enfant, Nita. Vous aviez des problèmes avec tous vos enfants? Oui. Avec vos enfants biologiques aussi? Oui. Et vous ne les avez pas pour autant envoyés ailleurs? Non. Alors pourquoi le faire avec Nita? Avec Nita, c'était différent. Les enfants ne se sentaient pas à l'aise avec elle. Mon ex-femme était stressée et se battait souvent avec Nita. Je devais rentrer plus tôt du travail pour la gérer. Il fallait que quelque chose change, ou toute la maison allait s'écrouler. Mais vous comprenez que ça puisse choquer? Oui, je comprends. Je comprends que ce soit choquant, mais quand vous êtes face à un problème récurrent, vous ne voyez plus ce qui se passe autour de vous. On a consulté un psychologue, on a tenté pas mal de choses, de trouver d'autres solutions, mais la meilleure option, c'était de la donner à une autre famille. La solution la plus rapide, la plus efficace, c'est donc la réadoption. La décision est prise. Tony et sa femme ne passent pas par une agence et confient Nita au premier venu, de parfaits inconnus. Nous n'avons pas mené d'enquête à leur sujet, ni vérifié leurs antécédents si c'est ça que vous demandez. Vous ne trouvez pas ça irresponsable de votre part? Ils n'étaient pas totalement étrangers à nos yeux. Mon ex-femme leur avait parlé au téléphone plusieurs fois et les a rencontrés. Personnellement, je ne les ai jamais rencontrés, je ne leur ai pas parlé, j'ai fait confiance à mon ex-femme. Vous avez des regrets? Oui, j'en ai.
Avec le recul, c'est facile de se rendre compte de ses erreurs et de voir qu'on a fait n'importe quoi. Aujourd'hui, Nita me manque. Je l'aime et je ne referai jamais une telle chose. On a donc essayé de faire au mieux, mais ça ne veut pas dire que c'était juste. Donc oui, j'ai quelques regrets. Depuis leur divorce, les Smith se partagent la garde de leurs 8 enfants. Nita a, elle, choisi de couper définitivement les ponts. Tony vit donc aujourd'hui avec ses remords et le sentiment aussi d'avoir été seule. Les services sociaux n'assurent pas le suivi des enfants adoptés aux États-Unis. Un centre d'aide aux parents adoptifs, il n'en existe qu'un aux États-Unis. Ici, à Washington. À but non lucratif, ce sont des fonds privés qui le font vivre. Case aide plus de 500 familles par an. À sa direction, Debbie Riley. Cette thérapeute de renom exerce depuis 35 ans. Lors de ses recherches sur la psychologie des enfants adoptés, elle a rencontré des milliers de parents comme Tony, le père de Nita. Des parents qui n'ont pas su gérer l'adoption. Un échec, selon elle, vécu comme une honte insurmontable que seule la réadoption peut faire disparaître. C'est très dur d'aller au travail alors que votre enfant a cassé la table, vous a frappé, crié dessus en vous disant combien il vous déteste. Tout cela à cause de ce qu'il a vécu dans son passé. Les parents qui viennent ici disent se sentir seuls, ne pas savoir à qui parler et se sentent eux-mêmes devenir fous. On a vu des familles tout à fait saines devenir dingues. C'est comme ça qu'ils finissent par être submergés et frustrés. Et ils se tournent alors vers des gens qui ne sont pas de bons conseils. Je pense que c'est le résultat d'un mélange entre des parents qui ne sont pas prêts et d'autres qui imaginent le tableau parfait. Certains parents ne mesurent pas les difficultés d'une adoption, encore moins les répercussions d'une réadoption. Ce jour-là, au centre, nous croisons le chemin de cette famille. T'as vu? Il fait comme ça. Tu peux faire la même chose? Les Orson souhaitent devenir les parents de ces 2 petites filles de 5 ans. Elles viennent ici en thérapie. Elles ont été adoptées une première fois par une famille du Texas. Mais au bout de 2 ans, les liens ne se sont pas créés entre la mère et ses 2 fillettes. Elle a donc choisi de les donner aux Orson. Eux veulent éviter aux jumelles un nouveau traumatisme. Ok, allez, viens. Tu vas bientôt voir un juge? Oui, dans quelques semaines, on va faire ça. Et ça veut dire quoi, à ton avis? C'est parce qu'on doit changer notre nom. Tu dois changer ton nom? Oui, on va s'appeler Orson pour toujours. Ce sera ton 3e nom. Que ce soit une première ou une deuxième adoption, c'est crucial qu'elles fassent leur deuil et qu'elles acceptent la perte de leurs parents précédents. Parce que tant qu'elles n'ont pas fait ce chemin, elles ne feront jamais confiance à personne. Pourquoi faire confiance à votre nouvelle maman quand l'ancienne vous a mis de côté? Un travail nécessaire, inévitable. Les Orson vivent depuis 9 mois avec les jumelles. 9 mois de tests où ils sont passés par bien des crises avant de parvenir à les comprendre. Elles sont heureuses avec vous et il y a de l'amour dans votre famille, mais en même temps, elles sont tristes parce que leurs 2 mamans précédentes leur manquent.
C'est pas parce que nous les aimons que cela suffit à ce qu'elles nous aiment. Parfois, elles aimeraient juste retourner d'où elles viennent. En tant que maman, on imagine que tout va bien se passer parce que vous leur dites « Je vais vous adopter, vous allez être mes enfants ». On devient juste une famille. Mais ce que je ressens, c'est que si nous n'avions pas fait cette thérapie, nous n'aurions pas pu aller aussi loin avec les filles. Ça fait 9 mois qu'elles sont là. Et si on n'avait pas fait ça, c'était le naufrage assuré. Dans quelques jours, un juge va dissoudre la première adoption et nommer officiellement les Orson comme nouveaux parents. D'après les psychiatres, les fillettes sont prêtes. La réadoption est pour elles une chance. Si leur mère adoptive ne les avait pas abandonnées, je pense qu'elle serait devenue horrible avec elles. Donc, étrangement, c'est très bien qu'elle l'ait fait, parce qu'elle savait qu'elle ne pouvait pas leur donner l'amour qu'elles méritaient. Au revoir, mademoiselle. La prochaine fois, tu joueras avec des poupées, ok? Sortir quelques rares enfants d'une situation délicate, la réadoption a parfois cet avantage. Pour atteindre le bonheur, pourtant, le chemin est souvent long et tortueux. Des petits pancakes. Et en voilà en forme d'étoile. C'est trop petit. Elle a été la plus difficile à convaincre. Megan a longtemps réfléchi avant d'accepter de nous recevoir, inquiète de l'image que nous avions donnée d'elle. Tu veux un autre bout de pancake? Elle incarne tout le paradoxe de la réadoption. Ses bienfaits, mais aussi ses dérives. Elle ne pouvait pas avoir d'enfant. Elle en a 9 aujourd'hui. Ils savent tous comment ranger leurs jouets, laver leur linge. Ok, la plupart du temps. Si je les harcèle. Ty a été le premier, c'était il y a 11 ans. Megan répond à une annonce sur Internet. Une Américaine propose de donner son petit garçon de 4 ans, adopté en Chine. Elle nous a expliqué être sa mère adoptive, mais qu'elle avait beaucoup de mal à créer des liens avec lui. Elle trouvait que ses oreilles étaient trop grandes, et ses pieds aussi. Mes pieds sont petits maintenant. Ils sont larges, non? Mais quand j'ai vu sa photo, moi j'ai trouvé qu'au contraire, ses oreilles étaient magnifiques. J'ai trouvé qu'il était magnifique. C'était un lundi matin, et le mardi, elle m'a dit « Je veux que vous soyez ses nouveaux parents. Quand venez-vous chercher votre fils ?» Je pense que c'était une bonne chose. Parce que tu as fini avec moi? Ouais, je ne serais pas là aujourd'hui. On a pris ce merveilleux petit garçon chez nous, et 3 mois plus tard, on l'a adopté officiellement. Tout était parfait. Megan pense alors qu'elle peut aider d'autres familles à toucher elles aussi le bonheur. Elle rejoint un groupe de discussion privée sur Internet où l'on parle de réadoption. Rien n'encadre ce genre de groupe. Les discussions étant privées, elles échappent à tout contrôle des autorités. On peut ainsi librement échanger ses enfants sur la toile. Très rapidement, Megan joue les intermédiaires. Lorsqu'une famille propose un enfant, elle la met en relation avec des parents qui souhaitent adopter. Elle échange leurs coordonnées. En 2007, une femme intègre le groupe sous le pseudo de Big Mama. Cette femme est venue sur notre site en se décrivant comme une femme mariée avec 2 enfants. D'après elle, le premier vivait à New York chez sa mère et il était inscrit dans une école pour devenir pianiste. Elle avait adopté le second sur un site de réadoption et elle souhaitait adopter à nouveau. En tout cas, voilà ce qu'elle nous a dit. Et vous l'avez cru? Bien sûr. Elle nous a envoyé de très belles photos et nous a raconté une belle histoire. C'est comme ça qu'elle s'est décrite et c'est comme ça qu'on l'a présentée aux autres familles.
Celle qui se cache derrière le pseudo de Big Mama, la voici. Nicole Eason, déjà connue des services sociaux. Ses enfants biologiques lui ont été retirés pour mauvais traitement. Son mari, Calvin, est soupçonné de pédophilie, mais personne ne vérifie leurs antécédents. Nous n'étions absolument pas impliqués dans tout l'aspect juridique et légal. Nous n'étions pas des professionnels. Et on prévenait les gens. Prenez un avocat. Vous devez en parler à un avocat. Mais il y avait des enfants en jeu. On s'est laissé embarquer. Je pense, et sans doute était-ce naïf, mais je pense que tous ceux qui étaient impliqués dans ce groupe imaginaient travailler dans l'intérêt des enfants. Tout le monde pensait, pourquoi prendre un enfant si ce n'est pas pour l'aimer? Finalement, le service des fraudes sur Internet alerte Megan sur le véritable profil de Big Mama. Trop tard, celle-ci a déjà pris une petite fille depuis 15 jours. Megan n'a joué que les intermédiaires. Pourtant, elle décide d'aller elle-même demander des explications. Elle traverse les États-Unis pour arriver jusqu'ici, jusqu'à la maison des Eason. Quand je suis arrivée, Nicole n'était pas là. Mais il y avait son mari, Calvin. Alors je lui ai dit, je vais appeler la police. J'avais mon téléphone dans la main. Alors il s'est retourné et il a dit, prenez vos merdes et cassez-vous. C'était une maison horrible. Il n'y avait pas de porte. Ils dormaient tous dans la même pièce. Et il y avait des excréments de chiens à l'entrée, de l'urine, des trucs morts avec des cafards qui grouillaient de partout. Sans preuve réelle de mauvais traitement, la police ne peut intervenir. Alors Megan décide d'emmener l'enfant avec elle. La petite fille m'a alors demandé, est-ce que je vais encore être envoyée chez d'autres gens? À ce moment-là, j'ai pris l'engagement qu'elle n'irait plus jamais ailleurs. Plus jamais. Aujourd'hui, cette petite fille est une belle ado de 16 ans, Poppy. Voici ce qu'elle griffonne quand on lui demande ce que signifie pour elle la réadoption. Pour moi, c'est être envoyé dans une autre maison parce que votre famille ou vos parents sont totalement stupides. Megan a tenu sa promesse. Juste après les faits, elle a adopté Poppy, devenant ainsi à la fois celle qui l'a envoyée en enfer et celle qui l'en a sauvée. Est-ce que Megan, ta maman, t'a expliqué ce qui s'était passé avec le site internet et ce qu'elle a fait? Oui, elle m'a parlé de ce groupe où les gens se rencontraient pour adopter et prendre des enfants. Elle m'a tout dit. Et que penses-tu de ça? Je pense qu'elle a voulu bien faire parce que ma mère ignorait que les Eason étaient de mauvaises personnes. Ça me rend malade ce qui s'est passé. C'est un mélange d'émotions. Ce que je ressens, c'est ce sentiment que les Eason n'auraient jamais dû avoir la possibilité de faire ça. Il y aurait dû avoir des personnes pour vérifier leur passé. Comme acte de résilience, mère et fille ont choisi d'affronter ce passé. Qu'est-ce que tu comptes porter lors du procès? Ce pull-là ou l'autre? Non, celui-là. 8 ans après les faits, un contrôle de police a conduit cette fois-ci à l'arrestation des Eason et l'ouverture d'un procès. Chez eux, les agents du FBI ont trouvé d'autres enfants adoptés sur Internet. On a commencé cette histoire ensemble, on l'a finie ensemble. Poppy et Megan font partie des témoins à charge. Elle avait deux possibilités. Tout oublier
survivre et terminer. Fin de l'histoire. Mais Poppy a décidé qu'il était important que personne d'autre ne soit leur victime. C'est la personne la plus forte que j'ai rencontrée de ma vie. Une semaine de procès les attend dans l'Illinois, une semaine pour faire la lumière sur les ratés de tout un système. Ce système, ils sont justement de plus en plus nombreux à le dénoncer. Au Congrès, James Langevin et Karen Bass sont les députés les plus déterminés à en finir avec cette pratique. Le fait que ce marché noir existe, où les gens abandonnent littéralement leurs enfants sur Internet, ça me bouleverse. Car je pense à tous ces prédateurs sexuels qui sont là, dehors, prêts à se servir parmi ces enfants. Je suis contre la réadoption. Les enfants ne sont pas des animaux de compagnie. Lui-même adopté, James Langevin souhaite mettre un terme à ce système qui dure depuis des décennies. Il est l'auteur d'un projet de loi national qui interdirait la réadoption et viendrait aussi en aide aux familles. La réadoption doit être considérée comme un acte criminel, mais pénalisé, ça ne règle pas entièrement le problème. Ce qu'on veut faire, c'est prendre ce problème en amont, avant la rupture. Mon projet de loi protège ces enfants et fournira les ressources nécessaires aux familles, que ce soit par du conseil, des thérapies ou une prise en charge des soins. Faire en sorte qu'ils aient toute l'aide dont ils ont besoin pour que cette première adoption soit la seule, pour que la réadoption ne traverse plus jamais leurs esprits. Pour mettre en œuvre ce projet, il faudrait que le Congrès valide le déblocage d'un budget de 50 millions d'euros. Pour le moment, personne au gouvernement ne considère cela comme une priorité. Au nord-ouest des États-Unis, l'absence de services sociaux compétents a fait naître il y a 10 ans un organisme privé payant et unique en son genre. Un centre de rééducation pour enfants adoptés. Allez, c'est parti. Bill Stutley est le directeur de ce centre. Chaque année, il reçoit une cinquantaine d'enfants, prix du séjour ici, 3 500 € par mois. Quel arrêt! Beau boulot! Ces enfants ont été adoptés à l'étranger par des familles américaines et se sont par la suite révélés violents ou caractériels. Confiés à ce centre, ils sont ici en thérapie afin de pouvoir réintégrer leur famille. Ces enfants sont à part. Ils ont tous un passé très particulier, très difficile. La plupart d'entre eux ont été exposés à l'alcool avant la naissance, ce qu'on appelle l'alcoolisme fœtal. Ils souffrent aussi de traumatismes liés à des maltraitances subies dès leur plus jeune âge, entre 1 et 3 ans. Cela engendre chez eux de graves problèmes de comportement. En venant ici, ils ont la chance de pouvoir être aidés dans un endroit où ils se sentent en sécurité. Ils peuvent apprendre à recréer des liens et espérer ainsi intégrer un jour leur famille adoptive. Pour ces enfants, ce ranch, c'est surtout leur dernière chance. Si la rééducation ne fonctionne pas, la réadoption sera envisagée. En attendant, ils vivent ici 24 heures sur 24. Au programme, des ateliers, mais surtout des séances de thérapie, des cours de discipline que nous ne verrons pas. Même l'école se déroule au ranch. Je suis sûre que tu peux trouver. Un enfermement, une pression que certains ont du mal à supporter. Comment tu te sens ici? Je préfère être à la maison. Et qu'est-ce que tu apprends? Comment changer, je suppose. Et ensuite, rentrer chez moi.
reprendre les cours que je suivais. Désolée d'interrompre, vous ne pouvez pas continuer. Ok, no problème. Aucune autre question ne sera autorisée. Nous sommes invités à rejoindre le cours de finance donné par le directeur. Règle numéro 1. Vous devez faire la différence entre un passif et un actif. Malgré toute la bonne volonté du personnel, ces enfants donnent le sentiment d'être en prison, comme sanctionnés une deuxième fois d'être mal nés. Alec a 16 ans. Il est le plus ancien pensionnaire. Il vit dans cette chambre qu'il partage avec 9 autres garçons. Et cela depuis 6 ans. Le séjour ici est illimité. Quand il est arrivé ici, Alec était très en colère. Il y avait beaucoup de rage en lui. Il pouvait ou s'effondrer ou devenir très violent, presque incontrôlable. On l'aide, on l'accepte comme il est, mais on essaye aussi de changer son comportement, de lui apprendre la discipline, ce qui est acceptable et ce qui ne l'est pas. Mais il y a une question à laquelle le directeur ne souhaite pas répondre. Pourquoi 6 ans plus tard est-il toujours là? Pourquoi il ne rentre pas chez lui? Ses parents sont attachés à Alec. Ils ont décidé de ne jamais le laisser tomber, et cela pour la vie. Et à leur côté, on fera tout ce que l'on peut pour l'aider, même s'il ne peut pas retourner chez lui. Alec restera au ranch jusqu'à l'âge adulte. Ses parents viennent le voir de temps en temps. Ni donné, ni repris, ces enfants vivent dans une sorte d'entre-deux. Selon le directeur, 70% d'entre eux rentrent un jour dans leur famille. On évite ici la réadoption. Ce petit garçon, pourtant, n'a pas eu cette chance. Quelques jours après notre tournage, nous avons trouvé cette annonce sur Internet. Il est proposé à la réadoption. Une nouvelle victime d'un système que la justice peine à combattre. Megan et Poppy sont arrivées à Chicago, la veille de l'ouverture du procès dans lequel elles doivent témoigner. J'espère que les Easton auront ce qu'ils méritent. Mais je suis heureuse qu'ils aient été sur mon chemin, car j'ai pu rencontrer ma mère. Pour nous, la réadoption a été quelque chose de magnifique. Ça a peut-être mal tourné pour Poppy à un moment donné, mais c'est ce qui a donné naissance à notre famille. Pour Megan et Poppy, la réadoption donne lieu à de longs débats enflammés le plus souvent. Elles sont convaincues que cette pratique peut être une belle chose, alors même que ce procès prouve le contraire. Il semblerait qu'elle aussi témoigne demain. Elle nous enverra un email. Pourtant, la justice ne se prépare pas à trancher sur la réadoption. Si les Easton se retrouvent face au juge, c'est parce qu'ils sont mis en examen pour agression sexuelle sur mineurs, dont Poppy. Aller parler de ça devant plein de gens, ça me rend nerveuse. Le peu de personnes que je connais ou que j'ai pu rencontrer ne sont pas au courant. J'en ai parlé à très peu de monde. As-tu peur de revoir Nicole Easton? Pas vraiment, car je sais qu'elle ne peut plus rien me faire. Le procès va se tenir à huis clos. Nous n'avons pas été autorisés à y assister. Alors, avant qu'elle n'entre dans le palais de justice, nous avons confié un carnet à Poppy. C'est elle qui nous raconte l'intensité de ces quelques jours de procès avec ses dessins. Quand les choses vont mal, c'est comme si la tempête grondait autour de moi.
mais je reste forte. Son sourire est une victoire. À l'issue du procès, Nicole et Calvin Eason ont tous deux été jugés coupables. La peine sera prononcée bientôt. Ils encourent jusqu'à 30 ans de prison. Ils n'ont plus le droit d'avoir des enfants entre les mains, ni de faire quoi que ce soit d'autre d'ailleurs. Donc je me sens soulagée. Je pense que Poppy est satisfaite, car, a priori, Nicole Eason va terminer sa vie en prison. Ça veut aussi dire qu'elle n'aura plus jamais la possibilité d'avoir un autre enfant sous sa garde. Elle m'a assez fait de mal comme ça, maintenant c'est fini, je me sens mieux. On peut enfin l'effacer de nos vies, la jeter à la poubelle. Le combat de Megan et Poppy n'a pas été vain. Suite à cette affaire, l'État de l'Illinois a limité la pratique de la réadoption. Pour tout transfert de garde, les parents ont désormais l'obligation de passer par un juge sous peine de prison. Les petites annonces privées sont-elles strictement interdites? Mais seulement 9 États sur 51 ont depuis suivi cette ligne. Dans le reste du pays, le trafic continue. Ces histoires d'enfants, ce système ont déjà poussé le Congo et la Russie à interdire l'adoption aux couples américains. Voter de nouvelles lois, débloquer des fonds, prendre conscience de la situation des 100 000 enfants proposés à la réadoption. Il faudrait une véritable volonté politique pour changer les choses, pour que l'Amérique ne soit plus le pays des enfants jetables. La réadoption, un véritable marché d'occasion qui crée des situations de grande souffrance. Comment l'adoption aux États-Unis est-elle contrôlée? Qui sont ceux qui échangent leurs enfants sur Internet? Ces échanges ont-ils des répercussions sur l'adoption aux États-Unis? On en parle tout de suite avec nos invités, Fanny Cohen-Erlem, qui est pédopsychiatre spécialiste de l'adoption à l'international, et François Durper, historien spécialiste des États-Unis. Et puis en duplex, en direct de Miami, Sophie Priccioni, la réalisatrice de ce documentaire.